Arrestation d'un garçon de 11 ans soupçonné d'être un potentiel kamikaze. Il figurait sur une liste de 100 membres présumés de Boko Haram, les plus recherchés du pays. Au Burkina, le collectif d'avocats qui défend Djibril Bassolé s'insurge contre la décision de la justice militaire qui a exclu les avocats étrangers de l'affaire. La justice sud-africaine a reconnu Oscar Pistorius coupable du meurtre de sa petite amie. Un verdict rendu par la Cour suprême d'appel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nigeria, un garçon de 11 ans soupçonné d'être un potentiel kamikaze a été arrêté dans un camp de déplacés victime du conflit avec les islamistes de Boko Haram. L'enquête préliminaire a révélé que le suspect venait de la ville de Bama et figurait parmi les 4 enfants entraînés pour des attentats suicides par les terroristes de Boko Haram, a détaillé dans un communiqué le porte-parole militaire, le colonel Sani Ousmane. Le garçon a expliqué que les 3 autres avaient déjà accompli leur mission en différents endroits, mais sans toutefois préciser où avaient eu lieu les 3 attentats suicides. Selon le colonel Ousmane, le garçon de 11 ans figurait sur une liste de 100 membres présumés de Boko Haram, les plus recherchés du Nigeria, établie en octobre par l'armée. En Afrique du Sud, la Cour suprême d'appel a déclaré ce jeudi Oscar Pistorius coupable de meurtre, ouvrant la voie à une peine de prison d'au moins 15 ans. En première instance, Pistorius avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire sur sa petite amie Riva Stemkamp. Plus de précisions à travers ce reportage. La condamnation et la peine de l'accusé en première instance sont annulées et remplacées par ceci. Coupable de meurtre, l'accusé ayant eu des intentions criminelles prenant la forme d'un dolus evanutalis. Troisièmement, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance afin qu'une nouvelle peine soit décidée à la lumière des commentaires faits dans ce jugement. La Cour d'appel, qui statuait sur le droit et non sur les faits, n'a pas remis en cause la version de l'accusé qui n'était pas présent jeudi à Bloemfontein, ce qui est normal dans la procédure d'appel sud-africaine. Les 5 magistrats, parlant d'une erreur fondamentale d'interprétation par la juge de première instance, ont retenu le fait que l'ancien sportif, en tirant 4 balles de gros calibre à hauteur d'homme dans la porte d'un des 3 cabinets de toilette, ne pouvait pas ignorer qu'il risquait de tuer quelqu'un, qui que soit la victime. Le parquet avait fait appel dans l'espoir d'obtenir une condamnation pour meurtre. Ce que le juge a décrété ici aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait dû dire en première instance. Je suis d'accord. Pistorius n'aurait pas dû être reconnu coupable d'homicide compte tenu des évidences et témoignages des témoins. Donc je suis d'accord avec la Cour suprême d'appel sud-africaine disant que Pistorius aurait dû être condamné pour meurtre. L'affaire doit maintenant être examinée par le tribunal de première instance et le juge Masipa devrait trouver une peine appropriée pour Pistorius. Pistorius était sorti de prison en octobre au bout d'1 an et placé aux arrêts domiciliaires dans la somptueuse propriété de son oncle. Il est depuis soumis à des travaux d'intérêt général. Direction l'Égypte, où les législatives étalées sur 1 mois et demi se sont achevées mercredi. Un scrutin joué d'avance et marqué par une très faible participation en l'absence quasi totale d'opposition au président Abdel Fattah al-Sisi. Les images. C'est à 19h GMT que les bureaux de vote ont fermé ce mercredi pour le second tour du scrutin dans la deuxième moitié des 27 provinces du pays. Lancé depuis le 18 octobre dernier par le premier tour dans les 14 premières provinces, le scrutin pour les législatives en Égypte n'a pas suscité d'engouement auprès des électeurs. Une situation qui s'explique par le taux d'électeurs ayant pris part au vote. En effet, les 3 premières étapes du scrutin sont marquées par un faible pourcentage, entre 21% et 30%. Une situation qu'avaient déjà prévue les analystes. À en croire la haute commission électorale, les résultats définitifs du scrutin seront connus vendredi. En Égypte, les députés sont élus selon un mode de scrutin complexe, mêlant scrutin uninominal et de liste.
Pour rappel, les 120 sièges du scrutin de liste ont été remportés au premier tour dans les deux moitiés du pays par la Coalition pour l'amour de l'Égypte, qui comprend un grand nombre d'anciens membres du Parti national démocrate PND. Au Burkina Faso, le collectif d'avocats qui défend Djibril Bassolé, l'ex-chef de la diplomatie de Blaise Compaoré pour son inculpation présumée dans le putsch manqué du 17 septembre, a protesté contre la justice militaire burkinabé qui a exclu les avocats étrangers de l'affaire. Dans une déclaration conjointe, 6 avocats, dont 4 inscrits au barreau de Niamey, Paris, Lomé et Dakar, estiment qu'il s'agit d'une grave violation du règlement des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace communautaire. Mais selon le code de justice militaire du Burkina, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales. Au Bénin, la direction générale de la police nationale change de commandement. Le contrôleur général de police, Didier Achou, remplace l'inspecteur général de brigade Louis-Philippe Roundéon. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce mercredi devant l'école nationale de police à Cotonou. Reportage. Une cérémonie empreinte de solennité. En effet, c'est au cours du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2015 que des nominations ont été prononcées, notamment au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes. Ainsi, le contrôleur général de police, Didier Achou, après sa prise de commandement, visiblement ému, a demandé à tous les fonctionnaires de police de se joindre à lui pour réussir la mission qui est la sienne. La police nationale, à l'heure actuelle, traverse une période marquée par des séries de crises qui ont affecté même les relations administratives, tant dans la structuration transversale que verticale. Il urge donc d'aplanir les divergences, d'armer le moral de la troupe et d'établir la confiance entre les personnels appartenant aux différents corps composant la police nationale. Face au contexte géopolitique actuel, caractérisé par des violences de tout genre dans la sous-région, avec des manifestations avérées du terrorisme, et compte tenu de la période sensible du processus en vue de l'élection présidentielle de 2016, l'on a beaucoup plus besoin d'une police soudée, harmonieuse, où la discipline règne en maître. Avant cette promotion, le tout nouveau directeur général de la police nationale occupait la fonction de directeur de l'immigration et de l'émigration. Avec lui, une nouvelle ère commence pour le haut commandement de la police. Vous savez, on dit la juste disposition des troupes dépend de la juste décision du commandant. Et je pense que tel que le contrôleur général Didier Achou a pris service, la manière dont il a pris le commandement en main, je crois qu'il fera office d'un très bon commandant. L'inspecteur général de police, Cécile Louis-Philippe Roundéon, qui vient de passer un peu plus de 2 ans à ce poste, s'est quant à lui vu confier la direction de cabinet du ministère de la Sécurité publique. Le président chinois est arrivé mercredi en Afrique du Sud pour une visite d'État. Une visite marquée par la signature d'une vingtaine d'accords entre les deux pays, alors que les investissements du géant asiatique en Afrique ont chuté de 40% au premier semestre. Voici le reportage. Le président Xi Jinping, en visite en Afrique du Sud, dans le cadre du sommet sino-africain, a rencontré à son arrivée mercredi l'hôte du sommet, le président Jacob Zuma. Au programme des discussions entre les deux chefs d'État, l'avenir des investissements chinois sur le continent après des années de relations économiques au beau-fils. Quand on sait qu'en 2015, la lune de miel entre l'Afrique et la Chine, son principal partenaire économique, semble terminée. Les deux délégations ont ensuite signé 26 accords bilatéraux pour un montant de 94 milliards d'euros, soit 6,2 milliards d'euros, dans les domaines industriels, agricoles, des infrastructures ou de la coopération économique. Les relations entre la Chine et l'Afrique du Sud sont à un haut niveau historique. Nos deux pays ont de fortes complémentarités économiques et un fort désir de coopération. Nous sommes prêts à travailler avec l'Afrique du Sud
pour saisir les opportunités et construire des relations Chine-Afrique du Sud qui soient un modèle d'unité et de coopération entre la Chine et les pays africains. C'est une étape clé pour le développement des relations Chine-Afrique et vers un développement du monde qui soit plus équilibré, plus inclusif et plus durable. En dépit du ralentissement de son économie, la Chine affiche toujours une croissance robuste autour de 7% et pourrait profiter de nouvelles opportunités à l'heure où les géants miniers occidentaux comme Lomen ou Glencore ferment certains sites sur le continent africain. En France, l'actualité reste dominée par la COP21. Malgré la présence historique de 150 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les annonces et les engagements, les associations environnementales restent pessimistes et ont le sentiment que le soufflet est en train de retomber. Suivons-les dans cet élément. C'est vrai qu'on a senti beaucoup d'ambition quand les chefs d'État et les chefs de gouvernement étaient là. Il y avait beaucoup de beaux discours, beaucoup d'engagements, beaucoup d'annonces. Et là, on a le sentiment que le soufflet est en train de retomber très rapidement. Depuis que les négociateurs ont pris le relais, le peu d'informations qu'on réussit à avoir, parce qu'on n'est pas toujours les bienvenus dans les salles de réunion des négociateurs, le peu de retours qu'on a ne sont pas forcément très encourageants. On voit à quel point on retombe rapidement dans les mêmes travers, c'est-à-dire des discussions sans fin sur la formulation d'un texte. Donc on a encore, je ne suis pas totalement fataliste non plus, on a encore quelques jours de négociations. J'espère qu'à un moment donné, les présidents de différentes séances, la présidence française qui a un rôle à jouer là-dedans, va hausser un peu le ton pour dire maintenant il faut que ça avance et il faut que j'ai un texte, et il faut que ce texte soit suffisamment ambitieux. Mais pour l'instant, à cette heure-là, le peu d'infos qu'on a n'est pas très concluant. Une part de l'explication du fait que ces négociations sur le climat en règle générale patinent est à chercher dans la présence et dans l'influence des lobbies, des multinationales, du secteur des énergies fossiles, du secteur des folles solutions, du nucléaire, qui en fait forcent les décideurs à prendre des décisions qui vont plus du côté dans le sens du business que dans le sens des citoyens et des peuples. La COP est mise sous le patronage de BNP, qui est la première banque française qui finance le charbon, ou encore d'EDF et Engie, qui sont deux entreprises françaises qui investissent massivement dans le charbon, mais aussi dans les énergies fossiles, dans le nucléaire. Donc ça, c'est d'une part le sponsoring, d'autre part aussi par le fait qu'il y a des side events, donc des événements lors de lesquels ces entreprises peuvent faire entendre leur point de vue. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition.